Je me disais, bon, je fais ça à côté pour rigoler, mais si ça prend bien, vraiment, ce serait un truc de fou. Ah, c'est un rabbin qui parle avec une barbe. Les barbus, je supporte pas, j'ai pas envie. Non, tu vois, et ben justement, ce même message-là que toi, tu vas dire, qui est peut-être un message très positif, hein, il va pas t'entendre parce que c'est toi qui le dis, mais il va l'entendre si c'est une page qui fait des blagues et qui le dit. Et donc il avait fait son sketch, et à la fin il termine son truc par son sketch par bon, je suis en spectacle vendredi soir, vous venez me voir. Hein. Et là tout le monde il fait non. Il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il dit bah c'est donc le public dit bah non c'est Shabbat. Il dit quoi, c'est quoi, c'est rien quoi, c'est Shabbat donc vous pouvez pas venir vendredi soir. Et donc il comprenait pas ce truc là, et donc les gens ils ont expliqué. Ah, il a pas fait exprès. Mais non, il a pas exprès. J'étais sûr parce qu'il est toujours dans le. Oui, non, il a pas fait exprès. Il a pas exprès. Il y a eu bon, je pense qu'il savait pas, ou il savait pas que c'était à ce point-là quoi. Mais j'ai aussi des messages. On s'est connus à un Shabbat et on va se marier. Bienvenue à l'émission de podcast Boulevard du judaïsme, le carrefour où les idées et les histoires se rencontrent. Vous y retrouverez des récits inspirants et des dialogues profonds qui célèbrent le judaïsme dans toute sa diversité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Krief, fondateur de JouBuzz. Bonjour Yair. Rien que dans la semaine qui est passée, JouBuzz a réuni, je pense, des milliers de personnes autour de projets de Torah, j'ai envie de dire, particulièrement cette semaine. Peut-être si on regarde plus en arrière, il y a d'autres choses qui sont les comédie clubs ou autres. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre comment on en arrive à construire, à créer, comment on en arrive à créer un média juif. Que j'aimerais savoir, c'est toi. Comment, d'où vient David Krief? Ok, d'où vient David Krief? Alors, je suis né en 1991. Allez, on va dans les détails. Là. Ouais. Ah, tu veux non, si tu veux. Très bien, pourquoi pas. Non, voilà, donc j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis né à Paris et j'ai fait des études de marketing digital. Donc ça ne s'invente pas, ça tombe pas de nulle part. Donc de marketing digital. Et puis donc j'étais diplômé, j'avais 22 ans et je suis parti en Israël un an après. Donc j'ai fait l'Alia en 2015. Non, il est vrai qu'aujourd'hui je fais souvent des allers-retours. Vraiment très fréquemment, je fais peut-être un mois sur deux même, quasiment, aujourd'hui. J'ai, en 2017, créé JouBuzz, donc j'étais en Israël à ce moment-là, à partir de rien, clairement. En fait, c'était des blagues qu'on s'envoyait sur WhatsApp avec des copains. Ça, j'ai souvent raconté. Et puis un jour, comme j'avais cette formation en marketing digital et que j'ai toujours aimé Internet, les réseaux sociaux, etc., je me suis dit, en fait, autant partager tout ce qu'on se fait à 2, 3, autant le partager à plusieurs, quoi. Et voilà, donc j'ai créé, au début, c'était une page Facebook. C'était même un site Internet. Ah oui. Ouais. Et JouBuzz.fr. JouBuzz.fr, exactement. D'accord. Et en fait, mais sur le site, c'était différent. Il y avait un contenu différent. C'était des articles à l'époque. Je l'ai jamais non, il était pas, parce que je l'ai arrêté il y a peut-être un an après, parce que c'était trop long à entretenir et bon bref, c'était pas ce que je voulais faire au final. Mais c'était des articles, par exemple top 10 des situations typiques sur la plage de Tel Aviv, tu vois. Ah, d'accord. Et bon, un site de buzz quoi. Un site de buzz comme BuzzFeed à l'époque qui existait, ou Minute Buzz à l'époque, c'est même principe. Et en parallèle, il y avait les mèmes. Et donc les blagues, alors ça s'appelle mème sur Internet, les mèmes, qui étaient ce qui était partagé avec mes copains et que j'ai voulu propulser aussi sur les réseaux sociaux. Donc au début c'était avec une page Facebook, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, c'était il y a 7 ans. Enfin il y avait Instagram, mais c'était au tout début quoi. C'était pas autant développé. Aujourd'hui c'est Facebook qui est mort. Voilà, exactement. Et demain ce sera TikTok, ce sera Instagram qui va mourir et c'est TikTok qui va reprendre la relève. Et là, le monde va s'écrouler. mais voilà, donc ça se passe comme ça, sur Facebook. Un mème par jour pendant 6 mois, c'est énorme. Mais à l'époque, il y avait l'inspiration. Il y avait, un mème par jour. Ça en fait 180. Okay. Bon, t'enlèves Shabbat, etc. Ça fait quand même pas mal. Et la page Facebook est montée très très vite. Je crois plus de 10 000 abonnés en 3-4 mois. Donc c'était vraiment très rapide. Et après, il y a eu Instagram. Et après, Twitter, YouTube, TikTok et ainsi de suite. Ce que j'ai envie de comprendre, en premier lieu, c'est dans quel univers tu grandis. Parce qu'on s'imagine forcément le juif religieux à l'école juive, etc. Est-ce que tu as toujours été pratiquant? Est-ce que dans quel univers tu grandis? Donc je suis... en fait, j'ai grandi à Paris déjà.
J'ai pas fait du tout l'école juive. J'ai grandi dans une famille traditionnaliste. Faut définir traditionnel. Alors pour définir, ouais, on va définir. C'est très simple. Ça veut dire qui douche le vendredi soir et on sort pas après. Mais par contre le samedi, tu fais les magasins, tu vas te promener, tu prends la voiture. Bon bref voilà. Mais on n'est pas chômeur Shabbat. On fait juste le kiddush le vendredi soir pour marquer pour sanctifier le jour au sens propre. Tu vois, on le sanctifie, c'est-à-dire que c'est un jour qui est particulier, qui est différent des autres jours de la semaine. Mais c'est tout. Voilà. Après le reste. Repas en famille. Sans téléphone. Je me souviens qu'on a. Non, avec téléphone. Non, pour nous, c'était. Ah, voilà. Mais je vais te dire, c'est fou parce que. On savait pas, en fait. On savait pas. Je pense que mes parents moi et mes sœurs et moi, on savait pas que tout ça c'était interdit. On savait pas que. On n'est pas à la notion de Shabbat. Encore une fois, j'ai pas fait l'école juive. Mes parents n'ont pas fait l'école juive. Ils ont aussi une éducation traditionnaliste. Donc en fait, on savait pas. Donc voilà, le vendredi soir, c'est kiddush. Pessah, on mangeait pas de pain. Et Kippour, on allait à la synagogue les deux dernières heures, pour l'année là. Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus que ça aujourd'hui quand même. Ah oui, alors justement, donc en fait, non, je te dis, le contexte c'est celui-ci. À la base, c'est ce contexte-là religieux dans la famille. Donc j'ai grandi dans ça. Et quand j'ai eu 20 ans, je sais pas, j'ai eu un déclic. À l'époque, je suis tombé, comme beaucoup je pense, sur les vidéos du Rav Ron Shaya, sur leava.fr. Et moi, j'ai toujours été attiré par les sciences, par la science. Et j'avais toujours cette question-là qui était l'âge du monde. Est-ce que c'est des milliards d'années ou 5784 ans? Et je suis tombé sur je sais pas comment c'est venu, peut-être que j'ai fait une recherche sur Google, je sais pas, mais en tout cas, je suis tombé sur une vidéo du Rav qui justement faisait ce parallèle-là et expliquait la vision, l'âge du monde à travers la Torah. Et ça m'a convaincu. Et puis j'ai vu une deuxième vidéo, et puis une troisième, quatrième, et j'en ai vu des centaines après. Et le déclic, il s'est fait ici. Il s'est fait à ce moment-là. C'est incroyable le nombre de gens qui me disent... Non mais, je crois que Rav Ron Shaya, c'était un des premiers. Donc, aujourd'hui, les gens disent généralement Torah Box. Mais tu sais que je suis même quasiment sûr que celui qui a conçu le site Leava, c'est Binyamin Ben Hamoud qui a fondé Torah Box par la suite. Ah bon? Je crois qu'il était élève peut-être pas élève, mais en tout cas, il était dans ce système-là. Ouais, il était avec lui. Incroyable. Voilà. Après aussi, il faut dire que mes sœurs commençaient à faire Teshuvah quasiment en même temps, peut-être un petit peu avant. Ma mère aussi, mon père aussi. Donc en fait, on a fait Pour ceux qui nous regardent, Teshuvah, ça veut dire retour aux sources. Retour aux sources, retour au judaïsme. Voilà. Okay. Et en fait, on a fait tout ce mouvement de retour en famille, à peut-être 2-3 années d'intervalle à chacun. Enfin, en tout. On est 5 dans la famille. Donc voilà, en 3-4 ans, on est passé de traditionnaliste à pratiquant. Wow. Tu sais, en général, moi, je donne trois choses qui sont un repère. C'est Shabbat, Kasher, Nida. Voilà. Quand les gens ils font les trois, c'est... D'accord. Ah, il y a un code, Shachen, j'avais jamais entendu ça. C'est Dieu ton voisin. C'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Okay. Tu vois, c'est moi le rabbin, c'est moi qui reçois des cours de Torah. Et tu fréquentes quand même des associations de jeunesse. Tu te rappelles, je t'avais envoyé une vidéo du Rav Lemel. On te voit derrière avec une doudoune, ça te dit quelque chose? Ouais, c'était à l'époque. Mais c'était après la Tchouva déjà? C'était après. En fait, j'ai commencé à fréquenter la synagogue de la Roquette parce que j'habitais dans le 11e. Et donc, tu sais, ce mouvement de Tchouva, il se fait seul un temps et après, tu as besoin de te rattacher à un collectif. Et donc, je me suis rattaché à la synagogue de la Roquette. Et il y avait beaucoup de jeunes aussi à ce moment-là, donc on sortait entre nous, et puis il y avait Shabbat, la tefila, le Shabbat. Bon, tout était vraiment bien organisé pour que je puisse avancer à mon rythme à ce moment-là. Mais par contre, non, j'ai jamais adhéré à un mouvement de jeunesse, j'ai jamais été en colophage, donc ni école juive, ni colo juive. Oui. J'ai fait les EI 2 mois. Je crois qu'on dort dans des tentes. C'est le cliché, ça. Non, c'est pas ça. Si, on dort dans les tentes, etc. Bon, j'ai pas fait ce séjour-là. Moi, j'ai fait le camp d'hiver, ça s'appelle. Il y a camp d'été et camp d'hiver. Donc l'été, c'est ça, c'est les tentes, voilà, comme les scouts, quoi. Et camp d'hiver, c'est quelque chose de beaucoup plus classique, dans les chalets, etc. Et donc, voilà, c'est ma seule expérience communautaire, avant ma tchouva en tout cas, c'était celle-ci. Donc ni école juive, ni colo juive, etc. Quand tu regardes les mèmes qui sont publiés sur JuBuzz, il y a très très peu qui parlent de l'école juive ou de la colo juive. Waouh.
Ouais. Il faudrait une vraie connaissance dans tout, mais c'est dans parce tout que, ça. ouais, mais évidemment. Mais c'est que moi, je te le dis parce que justement, j'ai très peu de références en la matière. Et ça se ressent, ça se traduit dans le média. J'ai envie de dire école juive ou synagogue, enfin c'est un monde entier. C'est-à-dire que quand on regarde des fois, une fois je crois que tu m'avais dit qu'il y a aussi des non-juifs qui sont abonnés. Ouais, bien sûr. Et je me dis vraiment, mais il y a des blagues, mais comment tu fais pour incompréhensible si tu n'as pas les codes, si t'as pas tu vis pas dans la communauté, comment tu peux comprendre ça? Non, tu as raison, mais il y en a quand même qui suivent. Il y en a quand même 2-3% qui suivent. Parce qu'en fait, chaque année... Il n'y a pas de pourcentage, comment tu peux savoir? Je vais t'expliquer. Chaque année, justement, je fais des stories. Bon, en gros, dites-moi en plus sur vous. Et dans une des questions qui sont posées, c'est quel est ton degré de religion? C'est dit différemment, hein, mais le concept, c'est celui-ci. Et donc, tu as pratiquant, traditionnaliste, juge, je crois en Dieu, non, quelque chose de encore inférieur, quoi, je sais plus quoi, ouais, je sais plus quoi. Et quatrième, je ne suis pas juif. Et j'ai toujours chaque année 3-4% qui me disent ça. Donc 3-4% de... 40 000, je crois, les vues de story de Joubaz. Ouais, ça dépend même parfois plus, parfois moins, mais en moyenne, c'est ça. Mais tu extrapoles ça au nombre d'abonnés, au final. Donc là, on est à 105 000. 3-4%, ça fait 5-6 000 personnes, tu vois. 4-5 000 personnes. Ah ouais. Et c'est pas rien. Donc beaucoup sont partis après le 7 octobre, quand même, je tiens à le dire. Il y a beaucoup qui sont désabonnés. Mais il en reste quelques-uns pas mal. Et ces gens-là, j'ai déjà reçu des messages qui me disent on comprend pas tout, mais ce qu'on comprend, on aime bien. Et ça nous permet de mieux comprendre justement le judaïsme. Ma fille, elle est dans une école dans le 19e. Et un matin, j'arrive pour l'amener ou pour la récupérer. Et il y a un des gardiens là-bas, qui n'est pas juif, qui m'arrête et qui me dit je vous suis sur Instagram et tout. Tu vois. Machin. En fait, tous les gens qui ont affaire avec, entre guillemets, le monde juif, c'est-à-dire les institutions, ou qui ont un patron qui est juif, ou qui travaillent dans un restaurant, etc., ils ont envie d'en savoir plus. Tu vois. Mais plein. Et en fait, du coup, ils suivent des médias, je pense comme Joubaz ou des rabbins qui font des cours, etc., pour essayer de comprendre un peu certaines choses. Ce qu'on apporte aussi sur Joubaz de différent, c'est qu'on leur permet de comprendre le judaïsme, mais avec un biais qui est tout à fait original, avec l'humour, le divertissement. Donc, c'est pas des cours, c'est pas des vidéos, c'est pas des livres, c'est des blagues, c'est des événements, c'est leur montrer les coulisses d'un concert. Et donc, à travers ça, ils apprennent davantage sur le judaïsme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus du tout des mêmes. C'est un repère dans toutes sortes, comme des événements comme les comedy clubs qui n'ont pas vraiment de caractère religieux, on va dire. Si c'est culturel, juif, culture juive, on peut dire. Et en fait, Joubaz, c'est devenu carrément un repère. Donc, tu grandis dans une famille qui est pas très religieuse de base, enfin traditionnaliste. Et puis après, tu évolues vers une teshuva, donc Shabbat, etc. Et donc, tu fais tes études. Et là, tu crées ces mèmes. Et puis après, pour ceux qui ont suivi depuis le début, on a vu un petit peu le projet évoluer. Tu avais tout ça en tête dès le départ? J'avais ça oui, une partie, j'imagine. Oui, en fait, je me disais, si ça marche comme je l'entends, ça peut vraiment exploser. Ça peut vraiment cartonner. Maintenant, est-ce que je croyais vraiment en tout ce que j'avais en tête? C'est une autre question. Je ne sais pas. Je pense qu'à l'époque, je me disais, bon, je fais ça à côté pour rigoler, mais si ça prend bien, vraiment, ce serait un truc de fou. Et bon, grâce à eux, ça a bien pris. Donc je me suis mis... Au début, je faisais ça à moitié-moitié, avec mon activité parallèle. Et à un moment donné, au bout d'un an, je crois, j'ai dit, je ne peux plus faire les deux. Et j'ai basculé à 100% dessus. Tu m'avais dit une fois, il y a plein de juifs qui sont touchés par Joubaz et qui évoluent dans leur judaïsme. Quelles sont les choses que tu veux mettre en avant au sein même de la communauté juive? C'est quoi ton message, quelque part, en tant que juif pratiquant? Ouais. En tant que juif pratiquant, je veux que Joubaz, ce soit un média universel. Donc, il parle à tous les juifs, même ceux qui sont les plus éloignés. Autant qu'à ceux qui sont très religieux, au point où certains, évidemment, n'ont pas de téléphone, n'ont pas Instagram, donc ils ne connaissent pas forcément Joubaz. Mais on va dire jusqu'à la limite du religieux qui a un téléphone, quoi.
qui a un smartphone. C'est vraiment de leur parler à tous. Donc ça veut dire que par exemple, tu verras, mais je m'efforce toujours, ou à 99,9%, à ce que les photos soient toujours snoots. D'accord. Pour que ça n'importe qui... Pudique. Pudique, pardon. Pudique. Faut dire en français, tu vois. Pudique, ouais. Pour que n'importe qui soit pas du tout pratiquant ou très religieux, bah, puisse se sentir à l'aise avec les publications. Ça, c'est petit 1. Petit 2, j'essaie toujours, même si c'est un média universel, j'essaie toujours de glisser de temps en temps, même de façon un peu subliminale, un peu sous-entendue, toujours des messages de Torah. C'est aussi le message de la Haggadah. Chaque année, on fait une Haggadah de Pessah, qui est... Peut-être expliquer ce qu'est une Haggadah de Pessah à la base. Ah oui, les gens qui savent pas ce que c'est. Donc la Haggadah, c'est ce qu'on lit depuis à peu près 2500 ans, chaque année. C'est le récit de la sortie d'Égypte. Une fois que les Hébreux sont sortis d'Égypte, il y a eu tu prends ma place. Voilà, ouais. Donc on lit ce récit-là en fait, et on le relit chaque année pour que à Pessah, à la fête de Pessah, pour qu'on se ressente comme si on sortait d'Égypte chaque année. Et chaque jour, en réalité, chaque juif doit considérer chaque jour, à chaque génération qu'il est sorti d'Égypte aujourd'hui. L'Égypte, c'est les limites. Et le soir de Pessah, c'est le mois où on célèbre ça. Tu vois, c'est mon boulot, ça. Et tu le fais très bien, donc continue. Et donc, on lit la Haggadah. Et puis, la Haggadah, en fait, c'est le livre juif où il y a le plus de comment dire il y a un certain nombre d'éditions de Chumash. Ouais. La Haggadah, c'est le livre juif où il y a le plus d'éditions. Ok. De déclinaisons de déclinaisons, de types de Haggadah. Et donc, Joubuz sort sa Haggadah. Et donc, Joubuz a fait une Haggadah. Alors, ça a commencé il y a 4 ans. J'ai été contacté en fait par un homme qui s'appelle Jérémy Onunu, qui est aujourd'hui fait partie de l'équipe Joubuz, qui est un vrai génie, qui est très très fort dans tous les domaines. Et qui en fait, donc lui avait lancé déjà de son côté une Haggadah de Pessah, à la mémoire de sa sœur, qui était disparue l'année d'avant. Et il avait vendu une Haggadah, enfin il avait fait une Haggadah à sa mémoire, mais il avait peut-être, je ne sais même plus s'il a vendu, je crois qu'il a donné à ses proches, etc. Et un jour il me contacte, il me dit bonjour David, voilà, j'ai un projet de folie qui s'appelle une Haggadah de Joubuz, enfin une Haggadah de Pessah, pardon. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en fasse une ensemble l'année prochaine et qu'on la fasse à la sauce Joubuz? Et je crois que j'ai quasiment pas réfléchi. Je lui ai dit oui, on y va direct. Pourquoi? Parce que ça correspondait exactement à ce que je voulais faire de Joubuz, à l'orientation. Et c'est pour revenir à la question que tu posais. C'était oui, c'est un média universel. Enfin oui, c'est un média juif universel, mais dans lequel je voulais aussi propager des messages de Torah, mais de façon à ce que même celui qui est très éloigné, il puisse ressentir ce message-là. C'est important parce que aujourd'hui, tu as des gens qui sont éloignés, qui, quand ils vont voir, par exemple, Torah Box, que j'adore, je ne remets pas du tout en cause, ou Chabad.org, peu importe, vont se dire, c'est un rabbin qui parle avec une barbe, les barbus, je ne supporte pas, j'ai pas envie. Non. Tu vois, et ben justement, ce même message-là que toi tu vas dire, qui est peut-être un message très positif, hein, il va pas t'entendre parce que c'est toi qui le dis, mais il va l'entendre ou le lire si c'est une page qui fait des blagues et qui le dit, tu vois. Et à l'époque, en tout cas, c'était qu'une page qui faisait des blagues. Maintenant, c'est beaucoup plus, mais à l'époque de la Haggadah, de la première Haggadah, c'était vraiment que ça. Donc, quand il me présente le projet, je lui dis oui, on y va. Ça correspond exactement à ce que je veux faire. Et à quoi correspond la Haggadah de Joubuz? En fait, c'est une Haggadah de ce qu'il y a de plus classique. Donc, c'est les textes millénaires, c'est les mêmes textes. Il n'y a pas une lettre qui change. Donc, c'est la même Haggadah que celle de ton grand-père ou de machin. Sauf que, autour de la Haggadah, il y a des illustrations qui sont en fait... humoristiques. Un petit peu. Voilà, c'est pas seulement humoristique, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'air du temps. Par exemple, en fait, on a une Haggadah chaque année sur un thème. Et en général, ce thème, c'est aussi le thème proéminent de l'année en cours. Donc, première édition, Haggadah Covid. Deuxième, Haggadah politique par rapport aux élections présidentielles. Troisième année, Haggadah cinéma. Quatrième année, donc l'année dernière, Haggadah Jeux Olympiques. Pour coller donc, le sport dans les Jeux Olympiques. Et en fait, dans ces Haggadot-là,
il y a des illustrations qui sont en rapport avec chacun de ces thèmes. Donc, par exemple, je sais pas, par exemple, l'Agada Jeux Olympiques là, qu'on a fait l'an dernier, il y a une illustration où comme, on a fait comme si... dans l'Agada, il y a une scène où comment ça, c'est Yocheved, elle pose Moïse, ouais, elle dépose Moïse dans un berceau sur le Nil. Et ben nous on a un peu transformé cette image là et où on a fait comme si c'était du basket, où c'est le berceau qui était dans le panier de basket. Il y a plein de scènes comme ça, il y en a 80 illustrations à chaque Agada et voilà, où celle de cinéma par exemple, on a cette même scène là où on dit que la, comment s'appelle la princesse, Bithia, la fille de Paro, son bras s'est allongé pour récupérer le berceau. Et ben on a dessiné la fille des Indestructibles, je sais plus son nom, mais dans le dessin animé Les Indestructibles, elle a son bras qui s'allonge, Elastic Girl. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui fait que, en fait, les familles jeunes et moins jeunes puissent se retrouver dans cette Agada avec des choses qui leur parlent actuelles. Comme une BD en fait. Non, pas vraiment. C'est un peu ça reste les enfants dans ma synagogue. C'était le livre, tu m'avais offert la Agada des élections présidentielles, je crois. Ouais. Le livre le plus utilisé pendant longtemps dans ma synagogue, c'était l'Agada Djoubaz. Alors que c'est un livre c'est fou. Je sais pas, il le lisait, il regardait, c'est marrant, il y a des... C'est bizarre, parce que vraiment, c'est un livre déjà que tu utilises que 2 soirs par semaine, par an, quand tu es en Israël, mais tu quand le en lis France. Toute la fête, tu le lis toute la fête, tu le regardes avant, ça traîne à la maison, les gens en parlent, tu vois, en plus... Pendant, je sais pas, presque juste après Pourim, tu lances les publicités, il y a des influenceurs qui en parlent, donc si tu veux, c'est un... Oui, c'est le moment. Je sais que cette Agada est attendue chaque année. Il y a une mitzvah, 30 jours avant une fête, d'étudier les sujets de la fête. Donc il y a peut-être des gens, leur livre d'études, c'est l'Agada. Voilà, c'est vrai. Tu sais qu'il y en a qui, quand ils la reçoivent, et ils la laissent dans le plastique, ils me disent je vais la découvrir le soir du Seder, je veux pas l'ouvrir avant. Je croyais qu'il l'a gardée pour le collector pour la revendre dans 30 ans. Peut-être qu'il y a une deuxième. Donc non, c'est ça. Et aussi, ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de gens qui prennent ce livre et la mettent en story, tu vois. Et bon, c'est vrai que c'est aussi un objet de décoration, faut le dire, c'est assez joli. Mais t'as souvenir, toi, d'être fier au point... Enfin, d'être fier d'avoir un livre de Torah au point de faire des stories. Très bon. Il y a un chaliar, un Chabad, qui m'a dit, quand dans un événement, les gens lèvent leur téléphone, c'est que tu as réussi l'événement. C'est très intéressant. Il a raison. D'ailleurs, j'ai eu ma photo, un peu déformée, dans la dernière Agada. Il y avait le Chabad. Et en fait, il y a des gens qui m'ont envoyé... Ils ont reconnu le... T'es dans la... Apparemment, parce qu'en fait, il y avait le même fond. Enfin, c'est ma tête un peu déformée. Non, c'est assez marrant. Non, mais c'est très, très, très sympathique à lire. Donc, pour finir par rapport à ta question sur l'Agada, c'est important. Justement, on a vu que le but de l'Agada, c'est de Pessah et de l'Agada, c'est de revivre la sortie d'Égypte. Et ben, ce livre-là, cette Agada-là, vu qu'elle est plus accessible et qu'elle est plus ludique et qu'elle est plus, on va dire, sympathique, ben, on a énormément de gens qui nous envoient des messages après la fête qui nous disent merci d'avoir fait cette Agada parce que j'ai pu suivre le Seder comme je voulais, j'ai pas été sur mon téléphone, j'ai pu comprendre le sens de la fête, j'ai pu participer avec toute ma famille et voilà, le but est là, on a mission accomplie, on a fait en sorte qu'ils puissent vraiment faire la mitzvah, donc accomplir ce commandement-là, de revivre la fête de la sortie d'Égypte de façon la plus optimale possible. Il y a d'autres projets de ce type-là, livres. Enfin, là, on est vraiment dans du religieux, parce qu'une Agada, c'est un livre religieux. Non, il n'y a pas d'autres. Si, pardon. Si. C'est pas un nouveau projet, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on va encore continuer cette année. On fait des Shabbats pleins. On fait des Shabbats pour les jeunes, 18-32 ans. En tout cas, pour l'instant, c'est pour les jeunes. Peut-être qu'on fera d'autres Shabbats après par la suite pour d'autres catégories de population, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pour les jeunes. 18-32 ans. Paris, alors, Israël, jusqu'à présent, c'était Israël et Paris. Jusqu'à présent. Au CEJ, je crois. Au CEJ. À Paris, c'était au CEJ. On en a fait un au mois de juillet à Jean-les-Pins, qui était magnifique. C'est super. Hein. C'est vraiment un Shabbat même prolongé, parce que ça commençait le jeudi, ça finit le dimanche. Donc, c'était pas juste... Quel public vient 18-32. Je suppose religieux, moins religieux il y a de tout.
Il y a de tout. Il y a de tout, c'est pas... Non, il y a de tout. Il y a des gens... Moi, quand j'y suis, je vois qu'il y en a qui font Shabbat, il y en a qui font pas Shabbat. Il y a vraiment de tout. Je ne saurais pas dire quelle proportion, j'ai pas calculé. Non, mais voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment éclectique. C'est quoi le programme? Bah, ça dépend. Moi, le but, justement, c'est que quand ils viennent un Shabbat, ils repartent avec quelque chose. Je parle pas de quelque chose de physique. Hein. Enfin, s'il y a des cadeaux, tant mieux. Il y a toujours des cadeaux, de toute façon. Toujours des cadeaux, mais c'est pas... Je parle de quelque chose de plus spirituel. Ou même de cérébral. C'est pas forcément... Même s'il ressort pas avec quelque chose de religieux, il ressort avec... il se sent plus attaché à sa communauté. Plus, un exemple à donner? Plus relié... Ouais, bien sûr. Un retour. Par exemple, si je parle de Jean Lépin, on était, je crois, 180, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Alors qu'on aurait pu être plus, mais la capacité de l'hôtel, c'est 180 personnes. Et donc on était complet. Et en fait, on a des partenaires à chaque Shabbat qui sont là pour profiter de la visibilité du Shabbat et en même temps apporter leur contribution au Shabbat. Sponsors, quoi. Des sponsors, voilà. Et donc on avait par exemple ce Shabbat-là, mais c'est souvent le cas dans les autres Shabbats, on avait l'Agence Juive, on avait Magen David Adom, on avait le KKL, etc., la Noire, etc. Et en fait, chaque sponsor, on leur permet de monter, de créer un atelier, une activité qui va faire pendant Shabbat. Donc par exemple, Magen David Adom, vendredi matin, donc avant Shabbat, 1h30 d'apprendre de séance de secourisme. Ah oui, tu vois ça. Voilà, donc c'est formation premier secours. Ça, c'est Magen David Adom. KKL, ils ont fait un jeu quiz autour d'Israël, la géographie d'Israël. L'Agence Juive, ils ont fait une conférence sur comment gérer l'après 7 octobre, etc., etc. Et nous, à travers JoBuzz, le truc en plus, c'est on avait aussi Alliance sur ce Shabbat aussi, qui ont aussi géré tout ça. Et sur ce Shabbat, avec JoBuzz, moi je veux apporter un truc supplémentaire, c'est que on a fait le vendredi soir une conférence avec Simon Moss, que tu connais peut-être, sur comment défendre Israël sur les réseaux sociaux, combattre l'antisémitisme, etc. Et au final, après le Shabbat, je te passe évidemment tout ce qui est côté nourriture, chant, danse, etc. Traiteur, j'imagine. On fait toujours les choses bien. On essaie de faire même un prix... c'est payant. Hein. Oui. C'est payant, mais c'est un prix... dérisoire. Non, pas dérisoire, c'est quand même un certain montant, mais c'est moins cher que ce que ça nous coûte. Voilà, d'accord, mais c'est les sponsors qui c'est grâce aux sponsors, évidemment, c'est grâce aux sponsors. Et voilà, donc les Shabbats, c'est aussi un événement, un projet qu'on porte sur JoBuzz qui mène... qui fait un peu de kirouv, quoi. Est-ce que tu as un retour à nous donner sur quelqu'un qui passe un Shabbat avec vous et qui dit attends, on va parler d'un truc important. Il y a un rabbin qui parle pendant le Shabbat, etc. Ouais, alors, la partie religieuse du Shabbat. Bien sûr. Non, il y a le rabbin de la communauté qui nous accueille, qui est là et qui fait un tartara le soir et le midi. D'accord, très bien. Et donc, il y a des gens qui ont des retours qui disent à la fin du Shabbat, c'est la première fois que je fais Shabbat de ma vie, c'est incroyable. Il y a ce type de retours Alors oui, j'ai des retours positifs à chaque fois. Des gens qui disent c'est super, merci beaucoup. Voilà. Premier Shabbat de ma vie, j'ai pas souvenir d'avoir reçu ça. C'est pas comme à la colo en fait, c'est un peu différent. C'est un hôtel, ouais. Après, il y a des gens qui viennent de très loin. Hein. Là, quand on a fait le Shabbat à Paris, il y a presque un an, il y en avait qui venaient de Genève, qui venaient de Toulouse. Il y a 2 filles qui venaient de Londres. Donc c'était fou, quoi. Et donc j'ai des messages comme ceci, mais j'ai aussi des messages on s'est connus à un Shabbat et on va se marier. Ah oui. Sympa, magnifique. C'est ça. Alors que le Shabbat, c'est un Shabbat de jeunes, c'est pas un Shabbat célibataire, ça j'insiste vraiment, c'est un Shabbat pour les jeunes, qu'ils soient célibataires ou non. Juste, on ne prend pas d'enfants parce que c'est trop compliqué après, les poussettes et machin. C'est compliqué. Mais c'est des Shabbats pour les jeunes dans leur globalité. Mais dans ces jeunes-là, 80% en général, ils sont célibataires. D'accord. Ça favorise aussi le fait que... Justement, on parle de rencontres. Ouais. Il y a une application, je crois, qui s'appelle JoBuzz Love. Ok. JoBuzz Love. Yes. Parlons de JoBuzz Love. Parlons-en. C'est l'application Shidour. Ouais. Ça me permet de placer un mot sur le Shidour. Les gens, ils pensent toujours que Shidour, ça veut dire... je sais pas, ils se font une idée... mariage forcé. Non. Si on pouvait forcer les gens pour se marier, ce serait très sympa. Il y aurait plein de gens qui se seraient déjà mariés. Il n'y aurait pas autant de célibataires. Bien sûr, je blague, mais ça veut dire qu'il
il y a tellement de gens qui ont du mal à se marier. Si tous les religieux se mariaient avec des mariages forcés, il y en aurait beaucoup moins qui ne seraient pas mariés. Donc un chidour, c'est pas un mariage forcé, c'est juste en fait une rencontre arrangée. C'est-à-dire que deux personnes qui se connaissent, on fait en sorte qu'ils se rencontrent. Et ce qui est sympathique, peut-être que c'est aussi dans l'application, c'est que en fait, on évite plein de problèmes. Tu vois, moi, je vois tellement souvent des gens qui se marient et ils découvrent, par exemple, que leur femme, je sais pas, par exemple, elle a un animal de compagnie. Et pour eux, c'est hors de question. Mais dans le monde religieux, c'est impossible. Parce que ce genre d'information aussi importante... Tu l'as avant. Tu l'as avant. Tu sais la famille, tu sais tout ce qui se passe, en fait. Donc, t'as plus de... On va dire que les impératifs qui sont vraiment des choses extrêmes, tu seras au courant avant et à toi de choisir. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais bon, voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de Chidour, on est là pour parler de Joubaz. Non, mais tu as raison. Et dans l'application, on a intégré ce côté religieux. Ah bon ? Oui, mais encore une fois, c'est à l'image de Joubaz. C'est-à-dire que c'est une application universelle. On va dire judéo-universelle, on va dire ça comme ça. N'importe qui peut s'inscrire et la télécharger. Voilà. C'est une application universelle, mais il y a toujours aussi un aspect religieux en surface, quoi, sur l'application. Je vais t'expliquer. En fait, petite question avant que tu m'expliques. Peut-être que ce sera dans l'explication, mais quelqu'un qui va sur une application juive, d'accord ? Il pourrait aller sur d'autres... je suppose qu'il y a encore beaucoup d'autres applications de rencontres. Ouais. Et s'il va sur une application juive, c'est certainement qu'il veut rencontrer quelqu'un qui a un minimum de pratique ou qui au moins est juif ou qui a des connaissances, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là pour, je sais pas, un quiz, j'en sais rien, comment ça se passe ? Oui, il y a un moyen, on a mis en place un moyen assez smart, assez fin. Ce n'est pas la on ne demande pas la ketouba des parents. Ketouba, acte de mariage religieux. Voilà, qui peut prouver la judaïté. Non, c'est pas ce qu'on fait parce que ce serait trop compliqué. T'imagines si tous ceux qui veulent s'inscrire demandent la ketouba des parents. Je sais même pas. Sais même pas. Donc c'est pas ça. Donc je te laisse deviner ce qu'on a mis en place. Pour deviner si les gens ils sont juifs. Ouais. Comment tu veux deviner très rapidement ? C'est quoi la paracha de ta bar mitzvah ? Non. Et non, les femmes, comment ça se passe ? Tu sais ce qu'il faut à Bangkok, au Bet Rabad, pour rentrer, il y a un garde devant. T'arrives, vous êtes juif ? Ouais. C'est quoi la paracha de ta bar mitzvah ? Mais pour les femmes, comment ils font ? Je sais pas. Mais c'est quand même marrant parce que t'as des gens de 50 ans qui sont là en train de dire Béa l'autre a Bref. Donc, non, alors, c'est quoi la méthode magique ? Tu veux pas deviner. Donc, c'est ni la ketouba, c'est ni la brit mila parce que j'imagine que. Question culture générale ? Non, ton prénom juif ? T'as Google pour ça. Ton prénom juif ? Non, il y en a qui ne le connaissent pas, ils sont juifs pour autant. Quelque chose qui est commun à 95% des juifs sur cette terre. Qu'on a tous, qu'on a tous, et même les moins religieux, ils ont ça. Les codes de ce qui se passe à Kippour ? Non. Non, parce qu'encore une fois, les femmes, elles peuvent n'être jamais à la synagogue ou quoi. Donc, Alors, c'est quelque chose que tous les juifs savent. Dire la bénédiction de quelque chose par cœur ? Non. Waouh. Et quand je vais te dire, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Attends, il faut trouver. Bon, la vérité, je donne ma langue au chat. On demande à chaque personne qui s'inscrit de se prendre en selfie avec... une mezouza. Ouais, razak. Intérieur. Parce qu'il peut aller au restaurant. Non, intérieur. Compris. Donc on leur demande de prendre un selfie avec une mezouza intérieure. Et avec ça, déjà tu filtres 99% des gens. Et après, il y a un contrôle a posteriori. Ça veut dire on fait confiance à la communauté des gens qui s'inscrivent. S'ils repèrent un profil un peu louche, parce qu'il y a un risque de terrorisme, il y a d'antisémitisme, de machin. Bien sûr, mais après le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet. Mais justement, c'est pour ça que le dernier rempart, c'est toi, c'est les gens qui utilisent l'application. Si vous repérez quelqu'un qui est un peu suspect, qui a un nom bizarre, qui a une photo bizarre, quand vous lui parlez, et c'est un peu chelou. Parce qu'il peut donner un rendez-vous à quelqu'un. Et... C'est ça. Mais tu te rends compte qu'on est en train de parler, on ne se rend pas compte, mais ça veut dire que on part d'une application juive, on doit être là à réfléchir comment on va se protéger. On est en France, quoi. On n'est pas... Bref. Et donc, on permet aux utilisateurs de signaler un profil. Et nous, si le profil est signalé, tout de suite, on regarde son selfie mezouza, s'il en a un, s'il en a pas. S'il en a un, on enquête un peu plus pour voir si c'est un faux profil ou pas. Et s'il en a pas, il saute tout de suite.
Incroyable. Donc, quand quelqu'un s'inscrit, il a l'inscription quand même sans le selfie. Oui, pour l'instant. D'accord. Le contrôle, il se fait a posteriori. Maintenant, je te dis, c'est possible que dans quelques mois, on mette une IA qui va détecter s'il y a une mezouza. Tu vois ce que je veux dire? Donc, combien de personnes tu as dans le... Là, on est à 12 000 aujourd'hui. 12 000. Ah oui. 12 000 utilisateurs. Que des Parisiens, que des Français? Non, déjà c'est que des francophones, oui, mais c'est France, Israël, Belgique, Maroc, c'est francophone à travers le monde. Maroc. Évidemment, beaucoup de Français de France, Mm-hmm. mais oui, Maroc, ouais. Non, c'est marrant, quoi. À Casa, ils vont très peu, aller, et peut-être, je sais pas, sur 12 000, peut-être 200, 300 maximum, mais quand même, quoi. Et il y a un niveau de religion, par exemple Alors justement, c'était la partie 2. En fait, quand tu t'inscris, tu dois remplir un profil, etc. Très simple, vraiment en 30 secondes, tu es inscrit. Et dans ce profil-là, tu dois renseigner plusieurs champs. Par exemple, tu vas avoir comme une page avec des curseurs. Et sur Cacheroute, tu te mets une note entre 1 et 5. En fonction de ton niveau de... Il y a le fameux « à la maison, je mange cachère, mais pas dehors ». Voilà, exactement. Et il y a 5 niveaux comme ça. Et quand tu défiles le petit bouton, bah, tu as l'explication qui évolue. Et donc, tu te mets, voilà, par exemple, tu as Cacheroute, Shabbat, fête juive, études, prières, etc. Tu te mets une note à chaque fois. Ok. Donc, ça apparaît sur ton profil. Et quand tu vas arriver dans l'écran principal et que tu vas faire défiler les profils, en haut à droite, tu vas avoir un petit coefficient qui s'appelle l'indice de compatibilité religieuse, l'ICR, donc pourcentage, qui fait que si tu t'es mis par exemple 5, 4, 5, 5, 4, je sais pas, si la personne en face elle a mis comme toi, il y a marqué 100%. Ça veut pas dire que... Combien de disputes il y a par rapport à différents niveaux de religion, c'est pour ça que etc. Mais bien sûr, c'est que et moi c'est aussi une expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de ce problème-là pour trouver quelqu'un qui soit au même niveau religieux que moi. Et de mettre en place ce système-là, c'est une bénédiction parce que tu sais que si tu as 10% avec la fille d'en face, il y a très peu de chances que tu t'entendes avec elle au niveau religieux et spirituel. Tu sais, il y a une erreur que les gens font souvent. J'avais vu une lettre du rabbi sur ça. Les gens se disent « Non, mais pour moi, elle va le faire. Elle va faire des efforts. Elle ou il, peu importe. » Mais en fait, les gens ne peuvent pas faire des efforts tous les jours. C'est juste... ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité des cas. Bon. Et donc cet ICR-là permet de... Alors c'est pas parce qu'il y en a qui comprennent mal aussi cet indice, il faut juste pour clarifier, ils pensent que si tu as 100% avec cette personne-là, c'est-à-dire que cette personne-là, 100%, ça veut dire elle est très religieuse. C'est pas ce que ça veut dire. 100%, ça veut dire que je suis compatible à 100%. C'est-à-dire que si moi je suis pas du tout religieux et que j'ai une personne en face qui ne l'est pas du tout non plus, eh ben, on va avoir 100%. Parce que c'est le coefficient à quel point ça colle au niveau religieux. Donc voilà, c'est juste pour clarifier ça. Il y a une chose aujourd'hui que tout le monde sait, c'est que dès qu'on a une institution juive, religieuse, peu importe, et qu'on veut la faire connaître, il y a une nouvelle adresse. Belle transition. Il y a par exemple, je pense, les concours. Je crois qu'il y a Sit-in. Il y a beaucoup d'institutions Chabad. D'accord. J'ai moi-même, quand on s'est rencontrés, tu avais partagé. Et puis il y a beaucoup de gens qui m'avaient rejoint, ma femme et moi, sur les réseaux. Quel retour tu as, par exemple, quand tu mets le Bet Rabat des étudiants ou Sit-in, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent grâce à toi, j'ai été un voyage... Il y a un voyage à New York? C'est un voyage chez le Rabbi ou c'est un voyage à New York? Non, à New York. Après, c'est Mendy qui va gérer. Hein, non, en fait, oui, ce qui est bien de préciser, c'est... faut préciser. Sit-in, c'est une organisation de jeunesse, Lubavitch, Chabad. Et pour promouvoir leur réseau, ils ont fait un concours où on peut gagner un voyage à New York. Et à New York, il y a le OL du Rabbi de Lubavitch. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Donc oui, comme tu disais, aujourd'hui, JoBuzz, ce qui fait que ça existe, que ça vit, c'est qu'il y a des opérations de communication qu'on vend à des partenaires, des prestataires, des institutions, organisations, et beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a plus de 350 partenaires depuis 7 ans. Et en fait, on leur permet, vu qu'on a énormément enfin, on a beaucoup d'impact, on a 300 000 abonnés sur le réseau, 6 millions de vues par mois, donc c'est aujourd'hui le premier, et on aurait dû même commencer par ça, c'est aujourd'hui le premier média divertissement de la communauté juive. Francophone. Et à vérifier, parce que je pense qu'en termes d'abonnés... Tu connais Meaningful Minute?
Ouais, ça me dit quelque chose. C'est en Combien ils ont anglais. Combien C'est un organisme de Torah. Ouais, ils ont plus de 100 000 abonnés. Oui, Et mais c'est puis, pas un média. Si, c'est un média. Ils ont des podcasts, ils Ah, ont ok, d'accord. des Ok. vidéos presque tous les jours. Ils ont sorti des livres. Ah, ok. Ils font Voilà. un carton. Mais c'est proportionnel À à la communauté juive américaine. Bien Ils ont sûr. quand ils interviewent, par exemple, un Ben Shapiro, tu dois connaître Ouais. Ben Shapiro, le journaliste, ça touche forcément tout de suite beaucoup plus de monde. Bien vois. sûr. Donc, Donc on fait ça et donc on crée des campagnes de communication pour promouvoir ces marques. Et Citin en fait partie, mais j'ai envie de te dire, on a travaillé avec énormément d'établissements Chabad, que ce soit les Citin, les écoles, les Beth Chabad eux-mêmes en France, en Israël. Voilà, honnêtement, je pense que sur les 300 partenaires qu'on a, il y a peut-être 30, 40 qui sont liés à Chabad, affiliés à Chabad. c'est pour ça que je t'ai invité. Bon, il y a encore d'autres petites choses. Il y a aussi, je crois, le Comedy Club. Ouais. Donc, c'est pas que des artistes juifs qui jouent, j'ai Pas du tout. l'impression. Ah non, pas du tout. Évidemment, la majorité, oui, mais on ne cherche pas forcément à faire de l'ultra communautaire. Pas du tout. C'est 5-6 humoristes qui viennent, qui se produisent sur scène et qui sont devant un public juif. Est-ce qu'ils font des blagues typiquement juives ou pas du tout, je sais pas. L'exemple de Franjo, par exemple, il était venu il y a 4-5 mois et il revient là pour le prochain qu'on fait. Donc il avait fait son sketch et à la fin il termine son sketch par je suis en spectacle vendredi soir, vous venez me voir. Hein. Et là tout le monde il fait non. Il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il dit donc le public dit non, c'est Shabbat. Il dit quoi, c'est quoi quoi, c'est Shabbat, donc vous pouvez pas venir vendredi soir. Et donc, il ne comprenait pas ce truc-là. Et donc, les gens, ils ont expliqué. Il n'a pas fait exprès. Mais non, il n'a pas fait exprès. J'étais sûr, parce qu'il est toujours dans le... Oui, non, il n'a pas fait exprès. Il y a eu... je pense qu'il ne savait pas, ou il ne savait pas que c'était à ce point-là, quoi. Bon, Jubas, c'est aussi des interviews. Ouais. À part celui-là. Là, c'est l'autre sens. Là, tu sais, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, celui qui m'a accompagné, David. Et je parlais avec lui et je lui disais, je vais faire on a mangé ensemble ce midi, et je lui dis, on va faire une interview avec Jubas. Il me dit, ok, je commence à lui lire les questions, et je lui lis la question sur la Teshuvah, je lui lis la question, il me dit, mais je comprends pas, Yair, t'as grandi dans une famille religieuse? Je lui dis, oui. Il me dit, mais j'ai pas compris. Je lui dis, non, mais attends, c'est pas Jubas qui m'interviewe, c'est moi qui interviewe Jubas. C'est moi qui interviewe Jubas. Donc pour lui, Jubas, c'était celui qui interviewe il croyait que j'allais me faire interview. Donc il y a beaucoup d'interviews avec beaucoup de... Ah non, il n'y a pas beaucoup, justement. On en fait 12-13, mais pourquoi? Parce qu'on veut vraiment faire des grosses têtes. Des gens importants du divertissement français ou israélien, mais du divertissement... Il y avait Rav Ben Chetrit, par exemple. Ouais, parce que c'est vrai que le rabbin humoriste, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai croisé hier à la soirée, et je lui dis, vous vous souvenez de moi? Il me dit, bien sûr. Et je lui dis, vous savez que l'interview, elle est encore vue aujourd'hui, il y a encore des commentaires et tout. Il me dit, incroyable. Non, mais il est excellent. Il est excellent. Ouais, excellent. Donc oui, non, bien sûr, c'est des interviews. On essaie d'en faire une tous les 2 mois. Et évidemment, celle qui a fait le plus parler, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Ouais. De par le contexte dans lequel elle a été faite, mais aussi et surtout pour la carrière qu'il a. C'est pas on l'aurait faite cette interview-là il y a 3 ans, sans même le contexte. La tête de Gad Elmaleh sur n'importe quel projet, support, ce que tu veux, ça fait vendre, bien sûr. Donc on l'a fait, c'était une des... Je crois qu'on a eu 700 000 vues, je crois, sur cette vidéo, c'était énorme. Et c'était partagé sur Public, dans Voici. Il y a eu un relais aussi extra-communautaire de cette interview. Ah oui. Ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis on en a fait d'autres après. Kev Adams, Enrico Macias, Patrick Bruel, Samuel Bambi. On a fait aussi des Israéliens avec Ishaï Ribo, Eden Chasson, Eden Benzaken. Donc voilà, c'est aussi un volet de Jubuzz, un côté de Jubuzz que les gens adorent parce que ça leur permet de découvrir la vie personnelle, des personnalités. Alors, ça serait toujours très rapide, c'est du 4-5 minutes. Mais voilà, comme on les connaît pas forcément, quoi. Comment on prépare une interview? Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Bon, tu le sais parce que quand tu prépares les podcasts, c'est un peu pareil, mais... Non, moi c'est plus long, on a le temps de parler, on a le temps de discuter. Mais justement, on doit trouver les bonnes questions. Enfin, il faut trouver les questions qui vont apporter des bonnes réponses. Et souvent, on essaie de les faire drôles, originales, des questions qu'on leur a jamais posées.
C'est dur, c'est dur. Gad Elmaleh, quand on lui demande est-ce que tu vous vois Dieu ou tu le tutoies, on lui a jamais posé la question. Enfin, je suppose en tout cas. Oui, il faut que je réfléchisse. Et il faut trouver. Voilà, et on sait qu'il y a derrière, il va y avoir une réponse drôle. Il faut anticiper la réponse drôle pour pouvoir poser une seconde question derrière qui sont encore plus drôles pour que ça génère un fou rire. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on calcule tout en fait avant. Et il y a le montage. Le montage, c'est, je pense, la majorité du. J'ai l'impression que c'est quand même la majorité du travail. Non, c'est pas la majorité, mais ça joue, c'est une grande part, ouais. On est très curieux, David. Ouais. On veut savoir quels sont les prochains projet de Joubuzz. Okay. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui nous attendent? Déjà, c'est prolonger ce qui existe déjà. Donc, Agada 2025. D'accord. On a fait aussi un livre Où est Joubuzz? Tu sais, c'est le fameux Où est Charlie, mais version Fudge. Donc là, on prépare le 2e tome. Sympathique. Développer l'application de rencontre à fond. Faire d'autres Shabbats, d'autres comédie clubs. Donc, on a prévu 9 Shabbats cette année. Ah oui. Ouais, alors qu'on a fait 2. Paris, Israël. 4 à Paris, 3 en Israël. On espère 2, je ne veux pas dire de où, mais 2 ni en France ni en Israël. D'accord. Donc voilà. Donc les Shabbats, poursuivre les Shabbats, etc. Des nouvelles interviews. On a déjà des belles pistes pour des grandes personnalités. Et puis on est en train de voir pour lancer un nouveau concept qui s'appelle Joubuzz Business Club. Ah oui. Et Joubuzz Business Club, ce serait en fait un mélange entre des conférences et podcasts. Entrepreneurs. Tu te rappelles, je t'avais parlé d'un podcast il y a quelques années, tu m'as dit c'est pas du tout mais j'y croyais pas du tout. Truc. J'y croyais pas du tout. Et encore une fois, c'est quelque chose. En fait, je sais pas si tu écoutes le podcast de Mathieu Stéphanie. Non, je connais pas. Bon bref, c'est très fort. C'est un podcast business. Ouais, business. D'accord. Et je me dis qu'il faut qu'on fasse la même chose. Mais oui, un truc juif sans business. Mais entrepreneur juif. Ouais, mais c'est ça. Et donc en fait, ce serait de faire des podcasts avec des entrepreneurs connus et pas connus. Donc pas connu, c'est-à-dire que c'est le mec qui a une grosse boîte, évidemment que des bonnes réussites, hein, mais qui a une belle réussite avec sa entreprise, mais que tu croises à la synagogue parce que c'est ton pote, c'est ton voisin à la synagogue, et des réussites des Patrick Drahi ou des Valérie Messica, etc. Voilà, des gens assez connus. Donc c'est un projet qu'on a. Toujours à la sauce Joubuzz avec un peu de Torah, un peu de... Quand je dis Torah, ça veut pas dire que tu vas venir et qu'il y aura un cours. Non, mais c'est est-ce que tu crois en Dieu, ça? Est-ce que tu fais Kippour? C'est ça la question? Non, mais il y a toujours une touche juive, il y a toujours une touche... Toujours, mais ça sera pas vraiment le principal, c'est le côté business. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Business Club, d'ailleurs. D'accord, mais ça s'appelle Joubuzz, donc c'est Jou. Ouais. Après, je veux pas non plus empiéter sur ce que tu fais non plus. C'est toi qui as côté Torah, voilà, c'est ton rôle. Tu veux que je te dise le rabbi l'avait dit une fois à quelqu'un qui est en train de faire des études, il a beaucoup encouragé à faire ses études. Et il lui a dit, si vous ajoutez 3 lettres à la fin de votre nom, alors en Amérique, on ajoute à la fin du nom PhD, quand tu as un doctorat, si je ne me trompe pas. Eh bien, les gens, le message du judaïsme que tu vas apporter, il va être mieux entendu que si ton nom il est seul. Et je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ton rôle, quelque part, en tout cas, ce que tu fais déjà, c'est pas à moi de te dire quoi faire, mais dans ce que tu fais, l'avantage par rapport à des gens comme moi, qui sont officiellement rabbins, etc., machin, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens vont écouter davantage parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est quelqu'un qui finalement est comme moi, c'est quelqu'un qui est... il pratique, mais il n'est pas non plus rabbin, etc. Donc, le message va passer. Donc, écoute... Pour le mot de la fin, je voulais te remercier déjà d'être venu. C'est moi qui te remercie. Et quel message tu veux laisser à la fin de cet entretien à notre public? Peut-être deux choses qui sont importantes pour moi dans le travail. Enfin, je fais hyper attention à ça au quotidien. C'est la rigueur. Je pense que pour réussir un projet, il faut être hyper rigoureux. Si on fait ça, il faut par exemple, tout à l'heure, on parlait au début qu'on faisait un mème par jour pendant 6 mois. Ça, c'était une rigueur que je me suis imposée. J'aurais pu relâcher au bout de 2 mois. Non, c'est une rigueur que je me suis imposée pour que justement... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ressent que Joubuzz, c'est carré, c'est professionnel, c'est fin. C'est parce qu'il y a une rigueur qui est derrière au niveau de la forme et au niveau du fond. Et deuxième chose... Il n'y a pas de réussite sans travail. Ah ouais. Mais travail régulier, voilà. C'est ça que je veux. C'est la rigueur et la constance. Et la constance. Et deuxième chose aussi, et que je ressens beaucoup chez toi, c'est que j'essaie toujours vraiment, et je m'excuse si parfois c'est pas le cas, mais je travaille beaucoup dessus, c'est l'humilité. C'est-à-dire que je pense que l'orgueil, c'est le pire des défauts,
Et que quand tu peux faire le plus beau projet du monde, si la personne qui le fait est orgueilleuse, ça va rien du tout. Tu peux monter la plus grande multinationale, si le patron il dit bah, j'ai fait ci, c'est moi qui ai fait, c'est ma réussite, un but lui-même, machin, le mec tu le calcules même plus, il te dégoûte. Et donc vraiment j'essaie de faire attention à ça, et je sais que toi, je suppose que tu fais attention à ça parce que tu l'es, donc on essaye. Donc on essaye, mais c'est la meilleure, pour moi c'est la plus belle médaille, la meilleure des qualités. Donc collaborer à toi aussi d'aller dans cette voie-là et de faire les choses bien comme il faut, et Razak. Merci beaucoup David. Un plaisir.